Merci à l'équipe qui travaille en coulisses. Il y a toujours beaucoup à faire quand on se réunit ainsi. Bonjour, je suis Mary Coyle. Je suis très heureuse de me joindre à mes coprésidents, à mon coprésident Jim Quinn. Nous vous accueillons à cette séance d'information sur l'Assemblée climat des jeunes 2025. Si vous n'avez pas la parole, veuillez rester en sourdine. Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à tous nos participants et je remercie tout particulièrement les nouveaux membres de notre groupe, les sénateurs Dillon, Hay, Inch et Wilson. J'aimerais remercier les sénateurs et le personnel qui ont complété notre sondage. Et si vous n'avez pas encore complété le sondage, je vous invite à le faire avant le lundi 16 juin. Votre rétroaction est très importante pour nous et nous guidera pendant l'été, alors que nous prévoyons les Senators for Climate Solutions 2.0 à l'automne. Nous souhaitons reconnaître que ceux d'entre nous qui sont à Ottawa sont réunis sur le territoire non cédé du territoire Anishinaabe, du peuple Anishinaabe-Algonquin, et nous honorons tous les peuples autochtones du Canada. Alors, chers collègues, je suis absolument ravie de vous recevoir ce matin pour cette séance d'information par rapport à l'Assemblée canadienne des jeunes sur le climat qui aura lieu à l'automne. Vous vous souviendrez de la séance d'information que nous avons tenue en juin 2022 sur les assemblées citoyennes sur le climat. C'était une assemblée citoyenne sur le climat canadienne et c'était un rêve à l'époque. Je ne vous raconterai pas tous les détails de ce qui s'est passé dans les dernières années. Il suffit de dire que c'est une occasion formidable pour nous de participer à ce processus démocratique. Nous pourrons entendre les jeunes Canadiens et Canadiennes sur l'action climatique. Peter MacLeod et Graham Smith nous ont fait des exposés à la séance d'il y a 3 ans et ils sont membres de notre panel aujourd'hui. Nous sommes très honorés d'être associés à des professionnels si compétents. Sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter les conférenciers. Peter MacLeod est le conseiller exécutif pour l'Assemblée des jeunes Canadiens de 2025. Il préside le comité consultatif et de surveillance du projet. Il est fondateur de Mass LBP et il est un expert en la matière. Depuis sa fondation en 2007, Mass a complété plus de 200 projets de politique majeurs pour les gouvernements et les agences publiques de partout au Canada, tout en vulgarisant le concept des loteries civiques et des assemblées citoyennes. Entre 2020 et 2022, il a présidé les assemblées canadiennes sur l'expression démocratique. Graham Smith est le président du réseau de connaissances NOCA, K-N-O-C-A, qui vise à améliorer la création, le design, la mise en œuvre et l'impact des assemblées climatiques. Il est aussi professeur en sciences politiques et directeur du Centre pour l'étude de la démocratie à l'Université de Westminster et il préside la Fondation pour la démocratie et le développement durable. Graham est un expert international en assemblée climatique et a été reconnu par Apolitical en tant que parmi le palmarès des 100 universitaires qui a le plus d'influence au gouvernement. Il est l'auteur de Can Democracy Safeguard the Future? D'abord, je tiens à m'excuser, pas pour Graham, mais parce que nous avons une difficulté technique avec l'interprétation. Graham va faire son exposé en anglais et je regrette que son exposé ne sera pas interprété, mais ses diapositives contiennent des traductions. Donc, voilà les excuses que je tenais à vous formuler. Et nous avons ensuite Jasmine Kay. Elle est formidable. Elle est directrice à Mass LBP. Elle présidera l'Assemblée canadienne des jeunes pour le climat en 2025. Elle a passé la majorité de sa carrière dans le secteur sans but lucratif et elle travaille avec les apprenants de l'anglais ainsi que Centraide Toronto. Elle travaille aussi à des initiatives
d'occasion économique. Donc, nous accueillons chaleureusement Peter, Graham et Jasmine alors que nous lançons cette séance d'information pour nos collègues pour l'Assemblée climatique. Merci beaucoup. Coyle, thanks so much for that really wonderful introduction. Really so pleased. Merci pour cette formidable introduction. Peter sera avec nous dans 2 minutes. Sa connexion a dû être interrompue brièvement. Donc, nous allons modifier un peu les choses. Je vais plutôt inviter Graham à commencer. Je l'invite à nous parler un peu du travail qu'il fait dans le monde de l'Assemblée climatique. Graham, je vous invite à commencer votre présentation et avec nos excuses, il n'y aura pas d'interprétation pour la présentation de Graham. C'est donc lui qui va commencer. Ensuite, on va continuer la conversation. On parlera un peu plus de masse et on continuera ainsi. Alors, Graham, vous avez la parole. Merci. Apologies. My headset didn't arrive and my headset didn't arrive and my computer has gone down. I'm actually on someone else's computer, so I'm just pleased to have even made it here today. My name, as I said, my name is Graham Smith. I run something called the Knowledge Network on Climate Assemblies, which has been funded by the European Climate Foundation. I'll say a little bit about the work that we do and place it in a slightly wider context. Next slide, Jasmine. You've already heard, You've already heard from Senator Coyle about what we do. Our role is to try and build the knowledge base on climate assemblies, what works, what doesn't work, and our main focus is trying to achieve impact. And I'll talk to you today, particularly towards the end of the presentation, about what we've learned in relation to impact. Just in case there is anyone on the call who doesn't know, and Peter will come back to this, when we're talking about climate assemblies or citizens' assemblies, we're talking about institutions that select their membership through democratic lottery. So this is a really diverse group of people who have very similar characteristics to the broader Canadian population. It's really unusual to see that sort of diversity in a room. And the second thing is they spend time together, learning, deliberating, and coming together to make recommendations. So that's what we mean, well, that's what I mean by climate assemblies. That's what you're going to be doing in Canada, particularly focused on a youth population, which is, I think, really exciting. Jasmine, the next slide. So why all this interest in climate assemblies? And I think there's a number of reasons why, and we're starting to see some evidence, and we can talk about this later about these things are happening. The first is by bringing citizens into the assembly, into climate decision making, we actually end up with more robust and ambitious climate policy. There's 2 reasons for that. Robust because we're actually creating climate policy that responds to the needs and interests of citizens. Very often, policy is being made at some distance from the lives of citizens, and their lived experience isn't brought into decision making. And ambitious because it turns out when citizens actually are given this opportunity to deliberate, they look for more progressive, more forward-thinking policy than governments typically are implementing at the moment. This is a space, because we're bringing citizens together, in which we can challenge social and climate injustices. It's a really amazing space for breaking political deadlocks around areas where politicians haven't necessarily been willing to deal with existing trade-offs. This kind of space helps really reduce polarization within the assembly. There are debates about whether it achieves it in wider society, but we bring a diverse group of people who would otherwise often be at each other on social media, or who would never even meet together. And it through this carefully designed process, we actually create mutual respect between people from very, very different perspectives. It increases legitimacy potentially and public acceptance of climate action, because citizens can see that citizens like themselves have been involved in the process,
And finally, it generates more politically confident citizenry. One thing we know from all of these assemblies that have been run in Europe is that the citizens that come out of these assemblies are really engaged on climate and really engaged wanting to do more. So this is overall a method for both reinvigorating climate action, but I think equally important, reinvigorating democracy. Next slide, please, Jasmine. So in Europe, we've had around, this map is slightly old, but we've had around 200 assemblies all across Europe. They've mostly been based in the north of Europe, but they're gradually spreading south and into southern Europe. And what's really interesting particularly is the stars that are on there, because they're all the national assemblies that have happened. And currently, as I say, this needs to be updated. We've had about 15 national assemblies across Europe. And I think that's really unusual on participatory processes, because typically they work at local and regional level. But because of the way that assemblies work through bringing together a random selection of citizens, we can actually see them working very effectively on scale. Okay, can you next slide, Jasmine? Now, I'll show you talk some more about this and show you an image in a second. But one thing that's really interesting about these assemblies is they're never really the same. They tend to change, the context changes, what they're asked to do changes, the way they're organised changes. So, for example, in terms of commissioners, we've seen commissioners who are from the core executive, from presidents and prime ministers. We've seen them from ministries. We've seen some from Parliament, and you're going to join that. That's going to be a really interesting experiment. And then fourth, we've seen them being organised from within civil society. And the governance structures have varied between them, who's involved, which stakeholders are involved. Their remits have varied we'll talk some more about this, from mitigation to adaptation. The resources available and the time available for citizens to deliberate has varied, and that means the work you can do varies. If you're only giving citizens a short period of time, you can't expect so much of them, obviously, if they have longer periods. The commitments to follow up have changed, and this is something I want to raise towards the end of the presentation, that in some places, governments have committed to respond within 3 months or within a year, and kind of like given a really distinct moment where they will justify the actions that they've taken. And I think when a parliament organises something like this, we've got to think quite carefully about what it means to follow up, what it means to commit to action. We've seen different ways of involving members, assembly members, after the process. Sometimes processes just stop, assembly members go home. Other times, assembly members will be involved in processes of oversight and in terms of trying to take forward those recommendations. And as I'll say more about in a minute, we've seen lots of different impacts on different areas of society. Next slide, please. This slide gives you, this is the 15 assemblies that have happened at national level so far, gives you a sense of the variation in terms of both the time, the length of the bar is the amount of time that these assemblies have spent deliberating. So in France and in Scotland, they actually had 8 weekends, which is really incredible amount of time to work on this. And at the other end, we've seen processes which have been like 2 or 3 days. So there's a variation here, and I think that the Canadian one fits somewhere in the middle of all of this. And the other thing that this graphic shows is that some of the assemblies haven't been organised by political institutions. They've been organised by civil society. And so we're seeing a variation of practice here. The one that was organised in the UK, and we might come back to this later, was actually organised by parliamentary committees. So it has some resonance with what you're doing at the moment. The next slide, please. And in terms of impacts, those impacts have varied, again, because of the way that they've been organised. And one of the important things is NOC has been around now for 4 years. So we're actually now able to collect really much more systematically to collect evidence of impact. And we've definitely seen impact on policy. And lots of people in France thought that the French Convention didn't have that much impact. But actually looking back 3 or 4 years later, we can actually see, well, 5 years later, actually, we can see that about 20% of the proposals have been
have been implemented in full, and another 40% have been modified to some degree. So there has been impact in France. We've definitely seen impact in Ireland, where their climate change strategy was completely influenced by what had happened amongst the citizens. We've seen impacts on institutions. For example, in the UK, the Climate Change Committee, which is our independent committee that reviews what government is doing in relation to net zero, they are now using deliberative processes themselves, having experienced a national climate assembly. In terms of public discourse, we've seen big debates in countries like France and Austria. When we've seen assemblies happen, that it's been picked up by media, it's led to big debates around climate policy and about the use of citizens' assemblies. And we have some great evidence that participants have long-term effect. In the UK, we surveyed people 2 years afterwards, and they were more committed to climate, more involved in terms of climate behaviours than they had been at the end of the assembly, which for me I found absolutely amazing. Next slide, please. So what are the key drivers for impact? What are the ways that we can make sure that these assemblies have impact? And so from the various assemblies we've looked at, we've kind of pulled out 3 things that we think are absolutely critical. The first is getting the remit right, getting the appropriate remit, asking citizens to do something that is manageable within the time that they've got and which is appropriate for the current political situation. We've seen different remits, some that are very broad, like how can we achieve our Paris commitments, right the way through to very tight ones around things like energy poverty or particular green spaces. So they've varied very considerably in terms of the breadth of the remit, and they have varied in terms of whether they've been focused on mitigation. Most assemblies have focused on mitigation, but some have started to look at adaptation. And I know this is a discussion that you're probably having at the moment about what should the focus be. We've got experience that assemblies can deal with both mitigation and adaptation, although sometimes mixing it can be challenging. The second thing, and actually I think the most important, is how the assembly lands. And this is about how it's integrated into the political system. Because an assembly that is organised by a government, organised by the core executive, is very different than one organised by Parliament, organised by the Senate, which is very different from one organised by a civil society organisation. So it's really critical to build an impact strategy, to know what you're going to do with the recommendations afterwards. I have more to say about that in a second. And the third issue is around transparency and communication. It's really important. I know that Mass LBP are completely committed to this, so it's not going to be a problem, about being transparent about what's happening in terms of how the selection has happened, what is the evidence that people are hearing, how does the process work, and actually communicating that in order that relevant stakeholders who might otherwise be sceptical of the process or actually can understand what's going on. And then just a couple of final slides. So first, I've already said this in many ways, but just to reinforce, we've got plenty of evidence that citizens can do this work. Citizens are willing and able to do this kind of work and come up with recommendations that are really valuable. The question is, can we integrate those recommendations into the decision-making process? Can the commissioning authority, which in this case is the Senate, integrate it into its work? Can it be integrated by other stakeholders? And so I guess my last comment in the next slide is that I would really say to you, don't get just fixated about the assembly. Don't just think about the assembly as what we as senators need to focus on. We need to spend as much time and resources on thinking about what's going to happen after the assembly has delivered its recommendations. So yes, it's exciting to engage the citizens. Yes, it's exciting to find out what they have to say, but we need to have a plan. We need to have a strategy for how this is now then going to be used within the Senate to help shape your work and hopefully shape the work of others. And one final slide, just to say that there's lots of evidence, lots of material on the NOCA website that you can get in terms of support for the Assembly. I've also written a very short book based on the last 3 years of experience of NOCA, which is available as open access. It's free to download. There's even an audio book, which is free. And so if you want to get a bit more background on the lessons that we've learned, the sort of things I've been saying today, please
download the book, share it, and hopefully it will be a useful resource for you. It's been a real pleasure to talk to you today. I'm so excited that you're doing this, and you couldn't be in safer hands than with Peter and Jasmine. So hopefully I can pass over to Peter now. You certainly can, Graham. He's disappeared from nowhere. And thank you very much. I'm going to try and move through a number of slides. Merci. Je vais aussi essayer de parcourir plusieurs diapos. Je vous remercie de votre indulgence. Je me suis dit qu'on me pardonnerait facilement puisqu'il s'agit d'un groupe sur le climat. Je déposais ma fille à la maternelle. J'ai cru que je pouvais même faire l'exposé à côté de la cour d'école, mais finalement non. Alors j'ai dû revenir au bureau en vélo, ce qui est bien pour le climat, et me revoici au bureau et je suis très heureux d'avoir eu l'occasion d'entendre mon collègue Graham Smith nous parler de ce travail extrêmement important. Donc j'ai quelques diapos. Je vais d'abord commencer en reculant un peu. J'aimerais commencer en vous racontant l'histoire d'une réussite canadienne. Je sais que c'est quelque chose de gros à dire. Les Canadiens sont censés être un peu plus humbles par rapport à leur réussite normalement, mais moi je pense que c'est très important que tout le monde sache que l'Assemblée canadienne, l'Assemblée citoyenne fondatrice a eu lieu il y a presque 20 ans en Colombie-Britannique. Et on n'a pas nécessairement réussi tout ce qu'on souhaitait à l'époque, mais on a quand même changé le monde. Donc, l'Assemblée citoyenne a été reproduite ensuite aux Pays-Bas notamment, et je pense que c'est une des innovations démocratiques majeures du Canada. Et j'aimerais vous raconter un peu de quoi il s'agit. J'aimerais vous dire pourquoi nous croyons qu'il est si important de relier l'Assemblée des jeunes sur le climat du Canada avec votre travail. Cette photo date de 2004. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'Assemblée citoyenne de la Colombie-Britannique. On a choisi au hasard un homme et une femme de chaque circonscription provinciale de la Colombie-Britannique. C'était sous l'égide de M. Blaney à l'Université Simon Fraser. On a finalement proposé des changements qui ont fait l'objet d'un référendum et on a obtenu un appui de 58 %. Ce n'était pas le seuil de 60 % établi par le gouvernement Campbell de l'époque, mais heureusement, David Farrell de l'Irlande avait été invité à parler du système électoral irlandais. Et il est rentré en Irlande tellement encouragé par ce qu'il avait vu qu'il a convaincu le premier ministre irlandais de tenir des assemblées citoyennes qui ont finalement donné un référendum qui a ensuite légalisé le mariage entre personnes de même sexe et qui a donné accès à davantage de services de santé reproductive. C'est une assemblée dont on a beaucoup entendu parler et qui a eu des effets très grands en Europe. Donc, quand on a un si grand consensus pour appuyer des recommandations, c'est très fort. Les leaders européens l'ont constaté. Donc, les assemblées citoyennes ont continué au Canada depuis 2004. Il y en a eu environ 55. Il s'agit de processus de longue haleine qui ont suscité la participation de plus de 2000 Canadiens à tous les ordres de gouvernement. Donc, j'aimerais vous décrire exactement de quoi il s'agit. On sait quel est le sens des mots « assemblée », quel est le sens du mot « citoyen », mais j'aimerais quand même décrire le processus parce qu'il y a une structure assez forte. Le sujet est toujours assez précis. On n'a pas besoin de tout couvrir. Contrairement au processus législatif qui est plutôt large, il s'agit d'un processus très précis, un peu comme une commission royale.
il ne s'agit pas d'experts, de juges, de politiciens, mais bien de citoyens choisis au hasard. Donc, c'est une voie bien précise. Et en général, il s'agit d'une quarantaine d'heures de travail. On ne demande pas uniquement aux personnes très intéressées de se présenter, on fait plutôt ce qu'on appelle une loterie citoyenne pour pouvoir, à partir d'un très grand bassin, choisir des participants de façon aléatoire et qui représentent le profil démographique de la population. Donc, c'est moitié homme, moitié femme, un équilibre géographique et on tient compte aussi d'autres facteurs socio-économiques. Et enfin, le processus est délibératif et je dirais même que c'est délibératif plus. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je dis plus? C'est que les membres doivent cheminer vers un consensus ensemble. Un vote 50 plus 1 ne suffit pas. Not only helping find Les assemblées citoyennes aident les gens à trouver un terrain d'entente et de plus, les gouvernements les voient comme étant une source de légitimité démocratique. Souvent, on parle de consultation publique et de sondage, mais ces assemblées de citoyens sont vraiment un processus plus robuste qui démontre qu'on peut trouver un consensus sur des enjeux complexes. Donc là, on ne parle pas uniquement de questions oui ou non, des questions binaires, mais de toute une gamme de recommandations possibles qui ressortent des comités, comme ce qu'on voit ressortir des comités parlementaires, par exemple. Moi, j'adore ce travail parce que, en fait, je pense que souvent les gens présument que la population générale est trop occupée, trop polarisée et trop paresseux pour s'engager vraiment dans des discussions politiques. Moi, j'ai présidé au moins 40 assemblées de citoyens dans le pays et je peux vous assurer que tout ce qui a été dit sur la polarisation n'est pas vraiment vrai. Une fois que les Canadiens se retrouvent dans une salle, qu'on leur donne l'occasion de partager leur point de vue et d'écouter d'autres points de vue et de poser des questions et d'écouter des réponses, eh bien, on peut trouver un terrain d'entente rapidement. Voilà ce à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir l'enveloppe brune comme une enveloppe de l'Agence du revenu. Donc voilà, c'est une méthode très efficace. Si j'envoie des lettres sur papier brun plutôt que blanc, je reçois plus de réponses. Généralement, on a un taux de réponse de 5 à 7% plutôt. Et bon, si vous savez c'est quoi le taux de réponse moyen pour des publicités, eh ben, je peux vous dire que 5 à 7%, c'est un taux de réponse très élevé. Généralement, si on envoie 10 000 lettres, on a 500 personnes qui nous répondent. Et même si ces gens proviennent généralement d'une certaine démographique, nous avons quand même des mécanismes afin de s'assurer qu'il n'y a pas trop de distorsions en matière démographique. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est vraiment une sorte de remue-ménage. Donc, d'abord, on parle de valeurs, ensuite, on parle de problèmes, et vers la fin de l'exercice, on commence à parler de recommandations. Je crois que c'était Einstein qui a dit que si on doit résoudre un problème, on devrait passer 55 minutes sur 60 à définir et bien comprendre le problème. Donc, ce même principe peut être très utile quand les participants ont l'occasion de vraiment comprendre un enjeu avant de faire des recommandations. Voici une photo d'un des panels qui a eu lieu il y a presque 10 ans et qui nous a aidé à concevoir le projet de loi sur les soins, les services de médicaments.
Et vous pouvez voir que ça se passe au Musée canadien de l'histoire. Donc, en gros, voilà tout le Canada qui se reflète dans une salle, dans 40 personnes. Plus récemment, le projet de loi sur les problèmes en ligne a été étudié par 3 différents groupes de personnes convoqués par Patrimoine Canada et une commission présidée par Beverly McLaughlin. Madame McLaughlin a dit que les recommandations de la commission étaient plus ambitieuses et plus robustes grâce aux contributions des membres de notre Assemblée. Donc, voici une autre bonne nouvelle, une autre excellente histoire. On a eu 5 panels qui se sont réunis à travers le Canada. Donc, c'était une initiative qui s'appelait Nos soins. Et les gens ont discuté de l'accès aux soins de santé primaires au Canada. Il y a 10 jours, on a vu le résultat de ce panel. Donc, Jane Philpott a pu codifier les principes identifiés par ce groupe. Aujourd'hui, nous allons parler de cette assemblée sur le climat et nous avons convoqué un beau groupe de jeunes Canadiens, comme vous pouvez le voir à l'écran, au Musée des droits de la personne. Donc, il s'agissait d'un panel sur les enjeux numériques et les participants étaient des étudiants en secondaire qui ont pu contribuer leurs recommandations. Graham l'a peut-être mentionné, mais en France, l'Assemblée sur le climat et l'Assemblée sur l'aide médicale à mourir est en fait liée aux 3e chambre du Parlement français. Et donc, c'est devenu le site d'accueil de ces assemblées en France. Et je pense que si on fait bien nos assemblées au Canada, eh bien, peut-être qu'une chambre au Parlement ici pourrait également accueillir ces assemblées. Donc, je vais vous présenter ce qu'on prévoit de faire et comment vous pouvez nous aider à s'assurer que les jeunes Canadiens soient au courant de ces occasions. La sénatrice Coyle a été une championne de ces assemblées et des jeunes Canadiens aussi. Et on a vraiment hâte de présenter le rapport. Comme Graham l'a dit, ce rapport est basé sur le travail des autres assemblées sur le climat, principalement en Europe. Donc, voici ce qu'on aimerait faire. On aimerait recruter 36 jeunes personnes, donc de 18 à 25 ans, qui ont vécu au Canada depuis 5 ans. Ce n'est pas nécessaire d'être citoyen canadien, mais il faut être résident depuis 5 ans. Notre objectif est d'inclure plusieurs caractéristiques, mais vraiment ce qu'on veut faire, c'est avoir le plus d'équité et d'inclusivité possible pour s'assurer que toutes les voix soient entendues. Notre mandat est essentiel, comme Graham l'a dit. Donc, voici la question que nous allons poser à l'Assemblée. Qu'est-ce que les jeunes au Canada veulent que le Parlement fasse pour respecter les engagements climatiques du Canada d'une manière qui reflète leurs valeurs et leurs priorités? C'est une question courte, mais très lourde de sens. Les Canadiens vont devoir articuler leurs valeurs, leurs priorités et, par la suite, ce que les parlementaires pourront faire pour avancer ces priorités. Donc, nous avons
cours pédagogique très important. Ces jeunes Canadiens vont en connaître plus sur le rôle des députés et sénateurs. Ils vont examiner les plans liés au climat au Canada, les engagements internationaux, les perspectives de la génération Z. On va parler des sources des émissions et essayer de comprendre ce que les parlementaires pourront faire pour réduire les émissions. Et donc là, le but, c'est d'avoir une série de recommandations. Voici comment ça va se passer. Donc, nous allons nous réunir virtuellement, donc le 9 août, le 23 août et le 6 septembre. Ensuite, les membres de l'Assemblée seront convoqués à Ottawa, au Centre global pour le pluralisme, et nous allons faire une visite du Sénat du Canada le 17 septembre et jusqu'au 21 septembre. Ensuite, le 4 octobre, nous allons reconvoquer le groupe afin de faire des recommandations et nous allons par la suite présenter un rapport. Nos conseillers proviennent de plusieurs organismes qui connaissent bien les enjeux liés au climat et aux jeunes. Par exemple, l'organisme Apathy is Boring à Montréal. Et cet organisme démontre que, en fait, les jeunes sont très impliqués. La sénatrice Coyle est membre ex officio aussi. Nous en sommes très reconnaissants. Et ensuite, il y a le groupe Environmental Leadership Canada qui participe aussi. On aimerait créer un forum permettant aux jeunes, aux parlementaires et aux partis prenants d'apprendre les uns des autres. Ensuite, de parler des priorités climatiques et de démontrer l'importance de faire participer les jeunes d'une façon très concrète. Tout à l'heure, j'ai parlé du groupe Environmental Leadership Canada, qui a un programme de stages environnementaux et d'autres initiatives pour les jeunes aussi. Nous sommes très reconnaissants d'avoir le partenariat avec eux et avec votre caucus aussi. La Fondation Trottier nous a appuyés financièrement, ainsi que les fondations Ronald Rodeberg et Catherine Donnelly. Donc, c'est vraiment beaucoup de dons qui nous aident à éliminer les barrières pour les jeunes pour qu'ils puissent participer. Je vais donner la parole à Jasmine, ma collègue, dans 3 minutes, qui va vous parler un petit peu de la façon dont les participants seront convoqués. Mais entre-temps, n'hésitez pas à ouvrir une fenêtre pour chercher ce site web, donc climacan25.ca. Jasmine, je vous donne la parole. En fait, c'est notre présidente. Bonjour tout le monde. Merci. Peter a dit qu'on essaie de bâtir un bassin de bénévoles à partir duquel nous allons choisir 36 participants. Donc, nous essayons d'envoyer ces enveloppes brunes que vous venez de voir à plusieurs milliers de Canadiens. Ensuite, il y aura une campagne sur les médias sociaux avec des vidéos sur TikTok et Instagram. Nous allons travailler avec certains individus afin de créer ces vidéos. Et nous allons travailler avec d'autres partenaires au pays qui ont déjà de bonnes relations avec des jeunes Canadiens afin de faire passer le message. Nous allons peut-être nous aider aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on aimerait avoir un bon bassin duquel on pourra sélectionner 36 participants. Là, vous pouvez voir 2 images de notre modèle de représentation. Donc, on veut avoir une diversité d'âge entre 18 ans et 25 ans, diversité sexuelle, raciale, etc., sociodémographique.
des personnes ayant des handicaps, etc. Et ensuite, on va avoir une diversité géographique aussi. On aimerait avoir une représentation de toutes les provinces et territoires. Et on aimerait avoir des participants de milieux urbains et rural. Ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est le fait que nous allons également tenter de trouver différentes perspectives, différentes connaissances liées au changement climatique. Donc, ça fera partie de l'évaluation. Comment pouvez-vous aider? Donc, vous pouvez visiter le site web qui sera mis à jour au fur et à mesure qu'on reçoit des mises à jour. Vous pouvez faire la promotion sur les médias sociaux. Et si vous avez des réseaux locaux, vous pouvez nous aider à promouvoir cette opportunité auprès des jeunes adultes au Canada. Ce serait très apprécié. La date limite est le 18 juillet, donc il nous reste un peu plus d'un mois afin de créer le bassin. On a fait notre lancement cette semaine et on aimerait avoir encore plus de progrès bientôt. Merci Jasmine. Et j'aimerais rassurer tout le monde que l'Assemblée a lieu dans les 2 langues officielles et Jasmine sera accompagnée d'un coprésident francophone qui a également beaucoup d'expertise en matière du climat. Sur ce, je vais redonner la parole à la sénatrice Coyle. Merci à tous nos invités spéciaux. C'était très intéressant. Maintenant, je vais donner la parole à Jim Quinn, qui va présider, qui va faire les questions. C'était très intéressant. Merci beaucoup. I'm going to be very hard. Donc, je vais être très stricte par rapport aux limites de temps. La dernière fois, ce n'était pas le cas, mais je sais que c'est vraiment un sujet fascinant. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Je vais regarder l'écran pour voir s'il y a des mains levées. Et moi, je vais me lancer pour la première question. Je trouve que c'est une des discussions les plus intéressantes qu'on a eues sur les jeunes et la participation des jeunes. Donc, pour moi, ma première question, c'est on n'entend pas beaucoup parler des assemblées de citoyens. Comment est-ce qu'on peut faire connaître ces assemblées? Moi, j'ai l'impression que les gens veulent participer dans le processus démocratique. Et c'est sûr que c'est utile pour notre Parlement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la promotion de ces activités? Bon, je pense que votre soutien pour cette initiative, c'est un bon premier pas. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez afin d'identifier des réseaux de jeunes, surtout des gens de 18 à 25 ans dans les provinces que vous représentez et encourager ces réseaux à faire la promotion auprès des jeunes. Ce serait très utile. On dit souvent chez nous que les gens veulent se faire entendre, mais ils sont également prêts à servir. Parfois, il faut demander aux gens de se présenter, de travailler sur les enjeux difficiles. Et je pense qu'en fait, les Canadiens ont très hâte de faire ça. On va lever nos mains et saisir ces occasions. Il y a d'autres initiatives où on peut voir que ces processus délibératifs ont déjà été bien accueillis. Merci. Et je vais rappeler aux collègues vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Jusque-là, je ne vois pas de main levée. Moi, j'ai d'autres questions. Non, en fait, la sénatrice Coyle. Allez-y, Mary. Merci. Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est une question pour une de vous trois. On veut que cette initiative soit utile et que le travail de ces 36 jeunes personnes
puisse avoir l'impact maximum. Graham nous a parlé de l'importance de la planification préalable parce que, bon, une fois qu'on reçoit les recommandations, d'abord l'ébauche le 21 septembre et ensuite le rapport final au mois d'octobre, eh bien, avant de recevoir ces recommandations, qu'est-ce que les sénateurs pourront faire dans les comités, avec l'infrastructure, avec les relations qui existent au Sénat? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être utile? Qu'est-ce que vous avez vu dans d'autres assemblées, dans d'autres juridictions, qui a été très utile? Graham? Speaking in English, it's I haven't got that. Désolé, l'interprétation reprendra après cette intervention. It's your parliament rather than the executive. That we have to accept that from the start. I think it's really critical that you try to arrange some set piece moments when you as senators respond to the. I mean, it would be good to make that commitment up front, that you will have a formal response to the young people as part of it. So that's one thing that I think you should do. Then you're the specialists in how to do this stuff. You know, you're the specialists in trying to figure this out. But if you can create moments when this becomes a topic of consideration both within the Senate and the House of Commons. It's very strange for me to talk about the House of Commons in somewhere else, but the House of Commons in Canada. Then that you know, through your relationships with the members of the House of Commons, then I think that's critical. I would also do whatever work you can do to raise the profile of this within the government and within the administration of the government, because there will be supporters of this initiative in those places. Your challenge is trying to get them to commit to do something formally. Now, I think the fact that you're working with young people, with young adults, gives you more of a chance to do that, because this is a group who everyone recognises are often unheard, and people are looking for opportunities to do that. So this is actually where you, as political actors, have much more knowledge of where you can make these interventions in your system. My real recommendation is do this work now rather than wait until the Assembly delivers. So do that raising of awareness work. Do that work with other places where they might agree to formally respond to it. Get that commitment now before the end, because otherwise you'll be running to keep up. Thank you for that. Senator Surratt. Merci beaucoup. Sénateur Surratt. Merci. Très bonne présentation. Et bien entendu, c'est un sujet qui intéresse bien tous les Canadiens et les gens partout dans le monde, surtout les jeunes. En tant qu'ancien président d'une université qui a transformé un campus universitaire en utilisant l'énergie renouvelable, j'ai vu l'intérêt des jeunes à ce sujet. Je suis curieux de savoir, avez-vous considéré travailler en collaboration avec des cégep, universités, collèges communautaires? Ça me semble être le groupe d'âge dont on parle ici. Merci beaucoup, sénateur. Oui, nous avons identifié tous les réseaux par lesquels nous pouvons discuter avec les collèges et universités au pays afin de faire la promotion de cette occasion pour leurs étudiants. Nous sommes également conscients de la proportion de Canadiens de cet âge qui sont dans l'éducation postsecondaire et on veut que ça se reflète aussi dans la représentation à l'Assemblée. Mais oui, absolument, c'est le vecteur parfait. On va là où les gens sont. Il y a plusieurs jeunes qui, heureusement, se retrouvent dans les études postsecondaires. Merci. Sénatrice Pate.
Thank you very much for the presentation. L'interprétation reprendra après cette oratrice. You mentioned that the division doesn't appear to manifest itself in the assemblies that you do, and yet it's very evident that the folks who participate in these sorts of events are likely of, although varying, certain demographics. And I'm curious as to what kind of material you've collected, what kind of evidence about who is participating, because many of us who engage with youth know that to actually engage with the youth who are most on the margins, most likely to be in situations where they feel disaffected, are not engaging in these processes. So I'm just curious, I understand during the process you get that kind of feedback, but how are you documenting which demographics you're including and which demographics are participating? Because it's not the vast majority of young people in this country who are ending up in university even. That is. C'est très vrai ce que vous dites. Ça nous ramène à la question des réseaux que nous utilisons pour la communication. Jasmine l'a expliqué, nous avons 4 façons de le faire. Une, c'est de sélectionner 3000 foyers qui ont été identifiés par Post Canada au hasard. Et la lettre est vraiment écrite de façon spécifique pour inviter la personne qui la reçoit à la donner à une jeune personne. Il y a aussi les médias sociaux qui peuvent permettre de communiquer avec les jeunes. Il y a les réseaux d'établissements d'enseignement aussi. Et puis, nous travaillons avec des organismes comme le YMCA qui servent des jeunes, incluant des jeunes à risque, pour s'assurer qu'ils aient l'occasion de se porter bénévoles et aussi, s'ils sont sélectionnés au hasard, qu'ils soient soutenus, qu'ils aient la confiance pour exercer leur voix dans ce processus. Notre équipe a un service de concierge civique. Il s'agit d'aller rencontrer les gens là où ils sont, faire ce qui est nécessaire pour les soutenir, pour faire entendre leur voix. Donc, nous sommes des membres du personnel, si on veut, pour les membres de l'Assemblée qui vont être nos représentants. Par le passé, on a travaillé avec plusieurs groupes qui travaillent avec des personnes vulnérables, marginalisées, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas seulement représentés à l'Assemblée, mais aussi bien soutenus. Allez-y. Merci. Avant d'aller à la sénatrice Hay, je sais qu'il y a des commentaires dans le chat. Merci de partager avec nous le site web de l'Assemblée. Et s'il y a d'autres sources d'informations qui peuvent nous aider à communiquer avec les jeunes, ce serait bien de les envoyer à moi-même et sénatrice Coyle. Maintenant, sénatrice Hay. Topic, and I'm really keen on being involved. I said in the chat, and I think it's really important to say out loud, that at Kids Help Phone, which is a coast-to-coast to coast virtual operation with almost 5 million interactions a year with young people, that climate anxiety, eco-anxiety is the 6th most significant reason why they are reaching out of all areas of Canada. And when they talk about their climate anxiety, they're also most likely to say that they feel hopeless. And hopelessness is a
huge red flag to well-being. So I guess my question is, will there be a stream or a workshop or a focus in the Assembly around mental health and the impact of climate anxiety on the well-being of young people, which in fact will impact the future of Canada in reality? Thank you, Senator. That is Merci, sénatrice. C'est vraiment une statistique importante que vous avez partagée avec nous et je viens de la noter. Oui, la question de l'anxiété climatique et de la santé mentale des jeunes est un sujet de discussion dans notre comité. Ça sera dans le curriculum. Je ne suis pas certain dans quelle facette, mais c'est certainement quelque chose que les jeunes souhaitent discuter dans ce processus. Donc, merci vraiment de nous l'avoir rappelé. Interesting point. And we've often, when we've organised assemblies, we've actually provided therapeutic spaces. And what's been really interesting is they've almost never been used because the assembly itself supports each other. It's really an empowering thing, and it's always really surprised me that we actually haven't needed that support. But I think your point is incredibly well taken. Merci. Engagement. Over to you. Okay, back to me. Alors, c'est à moi de terminer. Quelle présentation fantastique on a entendue aujourd'hui. J'aimerais tous vous remercier, Peter, Graham et Jasmine. Ça a amené encore plus de questions. Nous savons qu'on peut compter sur vous pour nous aider à y répondre. Cette occasion, c'est vraiment une occasion en or pour cette Assemblée. En tant que membre des sénateurs pour les solutions climatiques, nous allons avoir hâte de voir les résultats des délibérations de ces jeunes. Et puis, nous nous engageons tous à nous assurer que c'est un impact. Alors, chers collègues, levez votre main si vous voulez parler avec moi davantage. Je sais que certains d'entre nous ont déjà discuté de cela. J'aimerais aussi remercier tous mes collègues qui ont participé aujourd'hui et ceux qui sont en ligne et qui ne sont pas encore membres de Sénateurs pour les solutions climatiques. Nous serons heureux de vous recevoir. Je pense qu'à peu près la moitié du Sénat est déjà membre. Et c'est une occasion en or. Et puis, il va y avoir les sénateurs pour les solutions climatiques 2.0 à l'automne. Merci à tous. À la prochaine.